Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On part aujourd'hui en reportage, on va aller dans l'est de la France, dans le Dauphiné, une région magnifique, très verte, très vallonnée. Et on va plus précisément à mi-chemin entre Grenoble et Valence sur le plateau de Chambaran, qui se trouve à 600 mètres d'altitude à peu près. Et on va aller rencontrer Marie Chiocca. Marie, c'est une femme très talentueuse, écrivaine, autrice de plusieurs dizaines de livres autour de la cuisine, la bonne cuisine avec des bons produits. Et récemment, elle a écrit un dernier livre autour de son fabuleux jardin en permaculture. Et après lecture, j'ai vraiment eu envie d'aller la rencontrer, de voir de mes propres yeux en fait toute cette philosophie de vie, de sol, de terre qu'elle nous partage. Alors j'ai pris ma caméra, que vous puissiez m'accompagner pour aller découvrir ce fabuleux jardin en permaculture. Bonjour Marie. Bonjour Olivier. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton petit paradis. Avec plaisir. Je viens te rencontrer parce que j'ai vu quelques images de ton potager. Je sais que tu fais pas que ça. C'est un tout. Il y a potager, fleurs, petit élevage, verger. Je sais que tu parles de permaculture aussi. Beaucoup de gens parlent de permaculture. Moi j'en parle, je suis pas une spécialiste. En tout cas c'est un concept qui m'a beaucoup aidé à progresser dans ma façon de jardiner. Et je pense que oui, on peut vraiment parler de permaculture. Je te propose d'aller voir ton potager. Allez, avec plaisir. Donc là, on est sur un potager qui est cultivé depuis combien d'années exactement? Alors moi, je cultive depuis 17 ans. Mais je pense qu'il est cultivé depuis beaucoup plus longtemps parce que ma maison a un peu plus de 200 ans. Et je suis persuadée que c'était déjà un potager cultivé par les anciens qui ont vécu là bien avant moi. En fait, il est entouré par un petit muret. Et je pense que c'était vraiment déjà un potager depuis très longtemps. Et ce qui fait que tu as un sol qui est vraiment vivant, qui s'est amélioré depuis de nombreuses années. Alors, quand je l'ai récupéré, il était pas très bon. C'était une terre très argileuse, très lourde. Alors c'est pas mal, mais par contre ça manquait de drainage et tout ça. Et depuis que mon sol digère, regarde, tu vois, vas-y mets la main toi qui me bien là. Tu vois, regarde-moi cette terre. C'est rare d'avoir un ressenti pareil. Tu vois, voilà. Et oui, ça fait rêver. C'est incroyable. Et ça n'a rien à voir avec ton sol d'origine. La terre était beaucoup moins noire et elle était beaucoup plus tassée quand je l'ai récupérée. Ouais, on ira la voir tout à l'heure, mais effectivement. Voilà, et ça c'est argilo-limoneux je pense. Et tu vois, regarde, il y a plein de petits vers partout. Je suis presque gêné d'y marcher dessus là, tu vois. Et en plus, c'est pas grave, je t'en veux pas de marcher dessus. En plus, là où on l'a pris, c'est un endroit où je marche un peu quand même. Et parce que tu vois, là j'ai planté des petits choux Mizuna. T'as quelle épaisseur comme ça? C'est sur 50, 60 cm. Où que tu creuses, c'est comme ça. C'est aussi profond que tu peux creuser. J'en ai creusé des sols potagers, tu vois, et là on est dans du... Et puis je sais pas si tu sens du haut level. Même le parfum qu'il a, je sais pas, moi j'aime bien même le parfum qu'il a, c'est... Et alors après ce qui est vachement intéressant donc, c'est que tu raisonnes donc du fait que maintenant que ton sol est gorgé de vie, oui. Tu n'apportes plus de compost. Dans celui-là, non. Okay. J'ai plus besoin de composter, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de jardiner, parce que le compost, mine de rien, faut le faire, faut le trimballer la brouette une fois, deux fois. Et donc j'apporte une grande quantité de foin chaque année, parce que le foin, pour moi, c'est vraiment, c'est un peu, entre guillemets, le miracle du potager, parce que le foin, c'est très équilibré en tout, contrairement à la paille, qui est plus riche en carbone et moins riche en azote, en toutes sortes de minéraux. Et donc, je paille, voilà, on est en fin d'été, donc le foin, c'est tassé, mais sinon, j'apporte à peu près ça de foin, et pas tout d'un coup, sinon, quand on plante Chaque année, ouais. Et ça disparaît plus ou moins? Ça disparaît. En fait, ça se fait manger en une année. Là, au printemps, j'aurais plus qu'à repasser un petit coup de grelinette et il y aura plus ce paillage-là aurait été entièrement digéré. Et le foin, ça fait combien d'années que tu l'apportes? 4 ans, 3 ans, 5 ans? Ça fait 5 ans, 4-5 ans que j'apporte du foin au lieu de la paille, ça change vraiment tout. En plus, c'est le foin, on verra, qui est du champ d'à côté, donc on ne peut pas faire plus local. Mais j'apporte pas que du foin, des fois aussi je paille, par exemple, on verra tout à l'heure. Mes tomates, je les paille avec du hachis,
de pois gourmands. Parce que, des résidus végétaux. et voilà, parce que mes pois gourmands, en général, fin juin, ils craquent. Ils sont pleins d'oïdium, il faut les arracher. Et donc, j'ai une grosse masse végétale très riche que je hache, voilà. Et ça, c'est mon rang de tomates, par exemple. C'est là où le potager recycle tout, quoi. Et voilà, c'est ça. Et mais il y a le foin principalement, mais il n'y a pas que ça. Des fois aussi, j'apporte du fumier en surface. Je sais qu'il y a beaucoup de jardiniers qui ne sont pas très fanas de l'idée d'apporter du fumier en surface. Pour moi, ça se passe vraiment très bien. C'est du fumier. Alors là aussi, tu raisonnes en frais ou en composté? Complètement frais. Je sais que ça peut sembler un peu curieux, mais de tes animaux qu'on ira voilà, voir tout à l'heure. Du fumier de lapin uniquement. Parce que le fumier de poule, je ne peux pas l'apporter en frais. Il est trop riche en azote, il déséquilibre tout. Et ensuite, si on apporte trop d'azote, le problème c'est que les plantes font des feuilles voilà, très fragiles et qui tombent vite malades. Par contre, le fumier de lapin, pareil, je trouve que c'est très équilibré. C'est un fumier pailleux, hein, avec toute la paille de la litière, le foin qu'on a donné aux lapins qu'ils n'ont pas mangé. Et donc, je répète, tu l'amènes frais? Frais, en surface. Okay. J'évite juste sur certains légumes comme les carottes ou les poireaux. Enfin, il y a des légumes qui n'apprécient pas trop le fumier vraiment frais. Okay. Et puis après, tu as donc toute la vie du sol en dessous qui te décompose tout ça et qui te libère de la richesse. Voilà, mais par contre, il ne faut surtout pas l'enfouir. Ça rentre pas de la même façon, c'est normal. En fait, là, tu vois, c'est vraiment pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Voilà, ça c'est quand même pas une mauvaise terre de départ. Voilà, mais voilà ce que c'est devenu avec tous les bons soins. Voilà, ça c'est une terre vraiment argileuse. Tu es d'accord, c'est pas un mauvais sol de départ, hein, mais bon, il y a du travail. Hein, La texture est quand même très argilo-limonaise. Ouais. Voilà, et très tassée, il n'y a même pas la même couleur. C'est quand même une autre histoire pour les racines, tu vois. Voilà, c'est vrai, ça retient du minéraux, mais ça asphyxie assez vite. Oui, tout à fait. Là, c'est le sol presque parfait. Surtout, comme tu dis, c'est que là, c'est capable de manger n'importe quel apport. N'importe quel apport. Alors que là, ça va peut-être apprécier du compost. Tout à fait. C'est ce que je fais dans mon potager plus récent. En fait, là, la terre est belle parce que ça fait des années que j'en prends soin et que je nourris mon sol. Le jour où j'ai compris qu'il fallait nourrir le sol et après laisser le sol s'occuper des légumes, pour moi, ça a tout changé. En fait, je ne m'occupe plus des légumes, je m'occupe du sol et après, lui, le sol, il fait bien son travail. Je reprends, foin, fumier de lapin, un petit peu, plus ou moins grossier. Oui, tout à fait. Et ensuite, est-ce que tu as d'autres apports donc, sur l'année complémentaires? Alors non, la seule chose c'est que selon les légumes, par exemple, je vais, non sur tout le potager, mais par contre, je fais un peu du cas par cas. Là où je plante des céleris, je mets de la cendre de bois. Pour le phosphore, oui, ils en ont besoin, tout à fait, de potassium, voilà. Là où je mets des choux, parce qu'on aime beaucoup les choux, on en cultive beaucoup, et ma hantise, à force d'en cultiver, c'est d'un jour me retrouver avec peut-être la hernie du chou ou quelque chose comme ça. J'ai jamais eu de problème, mais comme mon jardin est trop petit pour que je puisse vraiment respecter les 4 ans de rotation, donc j'apporte un peu de calcium au pied des choux. Donc en fait voilà, et cette année pour la première fois, j'ai aussi fait un apport dans tout le jardin de poudre de basalte. Ah oui. Alors voilà, ça m'embête toujours un peu d'apporter quelque chose qui vient de loin. Parce que bon, mais d'un côté, voilà, j'ai acheté ce gros sac de poudre de basalte. Avec ça, j'en ai mis un petit peu partout parce que c'est l'apport en silice. Je pense que c'est ce qui me manquait. Ouais. Et comment je suis venue à penser que je manquais peut-être de silice, c'est que j'ai quelques maladies cryptogamiques des fois dans mon potager, du fait que voilà, c'est très entouré, c'est pas très aéré, il y a des arbres partout, il y a ce petit mur, c'est planté assez serré. Alors que j'ai un voisin qui est à peine plus haut en altitude, il est même pas à 1 kilomètre de chez moi, et lui il n'a jamais de maladie. Par contre son sol est très riche en silice. On va plonger un peu dans le cœur de ton potager. Dans le détail. C'est quelle surface tu as J'ai à peu près 60 mètres carrés sur ce potager-là et 50 mètres carrés sur celui d'à côté. 110 mètres carrés. Oui, 110, 120 en comptant les composts sur lesquels je plante mes courges. En tout, ça fait au maximum 120 mètres carrés. Pas de serre Si, mais je la compte dans les 50 mètres carrés du deuxième potager. Donc au total 120. Oui, et avec ça, on est complètement autonome en légumes, mais vraiment complètement. Pour une famille de
8, 9. Ouais. Oui, si, je te promets que c'est vrai. Ça paraît J'ai deux étonnements. difficile à croire. Vous êtes 8-9? Oui, si. Donc tu as beaucoup d'enfants? Oui, j'en ai 6. Ok, mais ça sera intéressant de parler aussi de comment tu gères le temps pour tout ça. Oui. On en parlera tout à l'heure. Et je suis étonné doublement. Tu arrives à produire sur Depuis 2 ans. Ouais. Et c'est vraiment, ça par contre, c'est vraiment la permaculture parce que avant, je n'osais pas planter mes légumes de façon si intensive. Ils sont un peu serrés et malgré tout, ils poussent très bien. Et du coup, j'ai quasiment doublé, voire triplé mes rendements. Là, il y a un céleri, par exemple. Là, on a des très jolies courgettes. Là, il va pousser à l'aisselle de chaque feuille un petit chou de Bruxelles, mais frisé. Blette de Nice, c'est une blette qui ne fait pas de carde. Du choucal bleu d'Écosse, du choucal rose Scarlett. Tu les choisis? Je passe tout l'hiver à pondre sur les catalogues de graines et j'ai envie d'essayer plein de trucs. Mon jardin est trop petit, heureusement d'ailleurs, parce que je crois que sinon je cultiverais vraiment trop de légumes. Mais il y a des variétés, je les aime tellement que pour rien au monde, je voudrais les remplacer. Est-ce que tu as des critères de choix de semences résistants à la J'essaye. maladie, jolies Moi, j'ai jamais trouvé de variété vraiment résistante à tout. Des fois, c'est un choix à faire. Des fois, ça résiste vraiment, mais ça n'a pas beaucoup de goût. Est-ce que tu prends le temps, avec la vie de fou que tu as, j'ai l'impression, est-ce que tu prends le temps de faire aussi de la semence ou, Non, ouais. non. En fait, quasiment pas. Non, Ça n'empêche pas que tu as des légumes absolument géniaux, ce qui montre l'importance du sol, même avec une graine qui arrive sur une année 1. Oui, tout à fait. Elle s'éclate dès la première Ah année. oui, ça plaît bien. Oui. C'est chouette, c'est un bel exemple. Tuyau d'arrosage qui passe, hein, Oui. malgré ton climat assez tempéré quand même. On est à combien d'altitude? On est à 550. 550, mais ça manque de... Ah oui, c'est méditerranéen déjà ici, très clairement. On est déjà dans le midi de la France, oui. Okay. Et c'est vraiment un climat très spécial où on dépend beaucoup des Alpes pour le côté très froid l'hiver. Et en même temps, on est à mi-chemin entre Grenoble et Valence. Et Valence, c'est déjà la Provence, le midi. Okay. Et donc, les étés peuvent être très secs. Et donc, j'ai installé ce tuyau microporeux à cause d'un certain Olivier Puech qui avait montré dans ses vidéos comme c'était pratique. Donc, un système soit de goutte à goutte, soit de microporeux. C'est que du microporeux, avec le paillage par-dessus. Et c'est vrai que c'est formidable parce que du coup, l'eau qu'on apporte, elle va vraiment au cœur du sol. Il n'y a pas d'évaporation, pas de perte. Et bon, cette année, ça ne m'a pas énormément servi parce qu'on a eu 2 mois de grosses pluies. Mais là, depuis 1 mois, on a une sécheresse totale. Par contre, dans l'autre potager qui est sablonneux et dont le sol est beaucoup moins vivant, par contre, des fois, je dois, quand il fait très chaud, 3-4 fois par semaine. Voilà. Ok, mais c'est intéressant. Des fois, on entend le potager sans eau. Bon, là, encore une fois, on a quand même un exemple. Je crois pas que sans. C'est la vie. Ouais, je crois qu'il y a quand même vraiment. Mes fleurs, par exemple, s'il fait chaud, bah tant pis, je laisse se débrouiller. Mais ça, le potager, c'est vraiment pour la famille. Produire. Mais oui, c'est. Bah, les légumes, c'est 90% d'eau. Hein, voilà, c'est ça. Ah, oui. Okay. Les limaces, c'est un vrai problème. Et je fais 2 choses. Alors, d'abord, sincèrement, j'utilise du Ferramol quand vraiment la pression est trop forte. Ouais. C'est ça, ou me faire dévorer. Ce qui peut être 2 fois par an, 5 fois? C'est 1 fois par an, en général au printemps, 1 ou 2 fois par an. En fait, c'est ça, ou pas avoir de salade du tout, parce qu'il y a un moment au printemps où elles se réveillent vraiment mortes de faim et où elles peuvent décimer laitue et concombre en une nuit, quoi. C'est dramatique. Donc le Ferramol un petit peu, mais sinon la solution que je trouve très efficace, c'est de régulièrement soit arracher des mauvaises herbes, soit couper des feuillages et les laisser au sol, parce que les limaces en fait s'occupent en premier des végétaux faibles, et donc si on les occupe un petit peu pendant ces moments critiques avec du végétal flétri, elles laissent complètement tomber les légumes en bonne santé. Et ça, je trouve ça encore plus efficace que tout ce que j'ai testé jusque-là. Après, on m'a parlé de bière, de ceci, de cela. Ben, le problème de la bière, c'est que c'est vrai, elle se noie dedans, mais du coup, j'ai peur d'attirer aussi toutes les limaces, tous les potagers, tous les voisins. Tu sais ce que j'ai eu de merveilleux? J'ai eu des canards coureurs indiens. Oui. Alors, c'est merveilleux. Et ils sont vraiment super mignons. Ils bouffent des limaces tout le temps.
Et quelqu'un qui pourrait avoir chez lui des canards coréens, surtout qu'il n'hésite pas parce qu'ils touchent à peine aux salades, aux blettes, juste un petit coup de bec de temps en temps. Et par contre, ils passent leur journée à manger des limaces. Et on peut ne les lâcher qu'une heure ou deux dans le potager et déjà, ils vont faire un travail extraordinaire. Et moi, j'ai pas pu les garder parce que mon chien, quand il voyait les canards dans le potager, pour lui, c'était une bêtise. C'était des canards, entre guillemets, anarchistes. Il fallait vite les ramener avec les poules et tout ça au poulailler. Et donc, il y avait toujours des bagarres entre le chien et les canards au milieu des légumes. C'était pire que les limaces. Donc voilà, j'ai donné mes canards, mais je les regrette beaucoup. Ils étaient super contre les limaces. Le campagnol, c'est un rat qui vit dans le sol, qui se déplace dans des galeries comme les taupes, et il mange les légumes par-dessous. Et c'est très compliqué. Alors, comme je raconte dans mon livre, j'ai un pépé de la région qui m'a beaucoup fait rire. Il m'a expliqué que lui, pour lutter contre, il mettait plein de térébenthine et après il mettait le feu à la... Ah oui. Ça, je le ferai pas parce que je trouve ça un peu... Il y en a qui mettent des pièges, je sais, non? Ouais, bah on est obligé de piéger. Oui, je piège. Ouais. Tu en attrapes hein? J'en attrape, mais ils sont très malins. Moi, je pense que le rat, c'est vraiment un animal intelligent. Oui. Et je suis obligée de faire avec, mais il y a des années de prolifération où c'est très galère. Et là, pour ça, j'ai pas de solution. Quand on regarde même dans le livre de jardinage bio, ils disent adopter une chouette, ayez des couleuvres chez vous. Alors, les couleuvres, ça met une pétoche terrible. Adopter une chouette, je sais pas où on adopte, tu sais toi? Non, moi je sais pas non plus. Oui, non, c'est pas évident. Et voilà, donc les rats aux pieds, je dois partager avec eux, j'ai pas le choix. Tu régules, mais tu acceptes aussi de temps en temps. Je régule un tout petit peu, mais en gros, c'est plus eux qui décident de ce qu'ils me laissent que. Mais bon, voilà. Après tout le reste avec. Les psyrides. Les psyrides un petit peu sur les choux. Alors ça, c'est l'intérêt des cosmos. J'avais lu que les cosmos luttaient un petit peu contre les psyrides. Je pense que c'est vrai. Il y a des fleurs partout chez toi, du portail de l'entrée jusqu'au recoin à l'opposé de ton terrain. Ah ouais, ça c'est... Il y a des fleurs de partout. Ben, des roses, des fleurs. Ça nourrit pas des fleurs? Non, mais c'est juste pour le plaisir. Enfin, un jardin sans fleurs. Ouais. Et au sein du potager, est-ce que tu as des critères de fleurs? Je mets que des cosmos. Quasiment que des cosmos et un petit peu des centaurées. Enfin, je mets pas que ça, mais surtout des cosmos. Le critère principal, c'est que ce soit mellifère. Okay. C'est très important et beau, ouais. Ce sol-là, c'était vraiment un défi quand on l'a transformé en potager parce que c'était un terrain de badminton, les enfants y jouaient. Tu vois, c'est une horreur. Regarde, je vais te montrer, et c'est sablonneux au possible. Tu vois, regarde. Et il n'y a aucune vie, ou très peu de vie, voilà. C'est inerte, mais quand c'est que du minéral. Ah oui, mais c'est affreux. Et quand je vais te montrer ce que c'est devenu en 2 ans, c'est déjà pas mal. Mais tu vois, il faut y aller fort. Hein. Voilà, donc ça c'est le sol de base qu'on a dans ce potager-là. Donc vraiment une terre très... Elle est morte. Hein. Très fin. Voilà, sable très fin, exactement. Ouais, donc là... Pas de fertilité. Tu as raisonné en compost alors? Alors j'apporte du compost. Et pourquoi tu raisonnes en compost avec un sol pareil? C'est pour lui redonner vie? Oui, tout à fait. En fait, ce sol, il faut lui apporter de la vie, des micro-organismes. Alors, autant le sol, on ne l'a pas dit, mais le sol du premier potager, je le travaille quasiment plus à la grelinette. Ouais. Autant là, on a vraiment besoin que le sol soit aéré. C'est toujours un choix à faire parce que quand on greline, on casse les réseaux de champignons qui sont quand même assez intéressants. Mais d'un côté, voilà, mais ça se recrée assez rapidement. Je trouve que c'est un peu trop dramatisé, tu vois. Oui, surtout que ça se recrée rapidement, voilà exactement. Et donc là, celui-là, je l'aère beaucoup, ce sol. Je lui apporte du compost pour lui apporter donc de la fertilité, de la vie, des micro-organismes, de la légèreté. Ouais, c'est intéressant, ça m'intéresse à double titre parce que souvent, je raisonne en sol jeune, sol adulte. Oui, tu sais, c'est ça, voilà. Sol adulte qui mange du grossier. Parce qu'il y a un estomac, et sol jeune qui a besoin de compote, de mixer, exactement. Tu rejoins un peu ce... Tout à fait, sauf que j'ai quand même ajouté des paillages. Par-dessus. Par-dessus, et il le digère tranquillement, mais beaucoup moins vite, on voit bien la différence. Donc un sol, bon, forcément quand même un peu moins souple que celui qu'on a vu tout à l'heure. Le paillage de l'an dernier qui s'est décomposé. Alors il est beaucoup moins profond, hein. On a un petit peu de mal à aller en profondeur. Quand on va en profondeur, ça n'a rien à voir. Bon, j'essaie pas d'éterrer mon petit persil tubéreux qui est à côté, mais je trouve que déjà, pour moi personnellement, je suis déjà très contente de ce que j'ai obtenu en 2 ans. Bon, ça c'est un caillou, donc du coup, faut pas que j'essaye de le... Voilà.
parlais tout à l'heure d'autonomie alimentaire. Oui, entre ça et les te courgettes bases- de là-bas, Ouais, tu te bases beaucoup sur courgettes, courges. courges, choux à la saison énormément. froide, tomates, poivrons. J'ai abandonné les aubergines. Pas assez chaud. Ouais, pas assez chaud. Ouais. Et concombres, là, par contre, pareil, on a des concombres tout l'été. Je vois que tu as beaucoup d'animaux. Est-ce que tu peux nous dire déjà précisément qu'est-ce que tu as comme animaux et dans quelle philosophie tu les as? J'ai principalement des poules et des lapins. Un coq. Depuis un coq, un vrai coq gaulois. Il n'y a plus que très peu de couples en France. Là, sa poule n'est pas avec lui, mais j'ai un vrai couple. Enfin voilà, c'est la petite parenthèse. Je suis très fière de mon vrai coq gaulois. On le reconnaît en fait qu'il a les pattes un peu bleues. Et donc j'ai des poules et des lapins. Alors pour l'autoconsommation familiale, parce que je trouve très important. Enfin moi, je n'imagine pas une campagne sans le petit élevage. Enfin, j'ai toujours. Je trouve que c'est bien parce que quand tu élèves tes animaux, en plus, tu peux veiller qu'ils soient heureux. Et même qu'ils aient une belle fin, qu'ils partent sans toutes les horreurs des abattoirs, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment très important. Donc tu le fais sur place? Oui, enfin pas moi, mais il y a des, il y a des abatteurs de poules dans la famille. Pas tellement de poules, parce qu'en fait, nos poules, pour être honnête, on les laisse mourir de leur vieille mort. Parce que c'est des poules pondeuses, on les laisse vivre longtemps. Et elles nous récompensent avec des bons œufs et leur fumier, que par contre je composte. Je mets jamais du fumier de poule frais au potager. Oui, tu le disais tout à l'heure. C'est trop riche en azote. Ouais. Voilà, et soit ça brûle. C'est vrai que c'est bien de le rappeler, le fumier Oui. de volaille, c'est Oh, par c'est rapport à très tous riche. les autres fumiers, C'est très riche. On est 2, 3, 4 fois au-dessus de... Voilà, il y a un danger soit de brûler, soit d'avoir des plantes qui sont fragiles. Oui, avec voilà. trop d'azote. Ouais. Voilà, c'est ça. Je m'en sers pour faire des lasagnes. Tu le compostes en tas, tout simplement? Alors voilà, soit j'en fais des lasagnes, pas des lasagnes... Oui, des buts de lasagne. Des buts de lasagne, voilà. Donc ça c'est pas mal. Soit je le composte effectivement, je le mets dans des tas dans lesquels ensuite je plante des courges. Parce que les courges c'est vraiment le seul légume qui supporte sans problème de pousser les pieds dans la... Ouais, les courges, Voilà. c'est des morphales. C'est clair. Et j'ai des courges extraordinaires. Mon mari m'aide beaucoup. Par exemple, tout ce qui est arrosage automatique, tout ça, c'est lui qui m'a tout installé. Le technique, l'entretien. Voilà, le côté bricolage. Ouais. MacGyver, c'est Après, lui. au quotidien, c'est surtout toi? C'est surtout moi. Les enfants les 2 dernières en fait sont super gentils, même les 3 dernières m'aident beaucoup parce que il y a des moments où par exemple elles vont m'aider un samedi matin et à 4 on va faire un travail de fou, c'est-à-dire que elles sont super enthousiastes, elles aiment bien ça, je leur explique les trucs, je leur dis vous savez, vous avez de la chance d'apprendre ça parce que quand vous serez grande peut-être si vous avez la chance d'avoir un potager, vous pourrez vous aussi produire vos bons légumes comme maman. Donc elles m'aident de temps en temps. Mais par contre en avril-mai, là, j'essaie toujours de prendre une semaine que je destine au potager. uniquement au potager. C'est ma petite semaine de repos et de vacances. Et après, au quotidien, tu as quand même un temps... juste pour les récoltes. D'accord. Juste pour les récoltes, sinon ce samedi matin, 2-3 samedis matins par mois me suffisent. Une fois que tout a été planté, bien paillé, que l'arrosage automatique est au sol, qu'est-ce que tu veux faire? C'est génial. Tu vois, ça montre que c'est un bel exemple de couple actif qui oui. travaille chacun de son côté, mais qui arrive avec ça Oui. à joindre un potager nourricier, productif, voire même qui vous rend autonome en légumes. Ah, complètement autonome, mais par contre le paillage est très important parce que si je paillais pas, il y aurait des mauvaises herbes, il faudrait arroser beaucoup plus souvent. Tu veux dire? Beaucoup de temps. D'accord. Beaucoup de temps. Et Après, des... c'est quand même, excuse-moi de te couper, c'est quand même du temps à un moment donné de l'année pour aller le chercher, Oui. pour le poser. Oui. Après, tu l'as sur place. Oui. Plus ou moins. Tout à fait. C'est pas non plus un temps. Moi, je trouve que fou. non, c'est pas un temps fou, surtout que quand j'avais pas de potager ou alors un potager avec juste 3-4 légumes, je perdais beaucoup de faire mon marché tous les vendredis matins. J'allais faire mon marché, ça me prenait la matinée. Donc là, ce samedi matin que je passe au potager, je te promets, je me demande même si finalement je suis même pas gagnante au niveau du temps. Et ça rejoint justement une autre question. Est-ce que tu as quelles sont les finalités à passer tout ce temps au potager? Est-ce que c'est 100% je veux produire pour ma famille? Est-ce qu'il y a aussi ce que j'appelle un potager existentiel, bonheur, où tu retrouves ça, tellement, beaucoup, hein. Souvent même c'est presque un médicament de ce Mais carrément. fou qu'on a autour. Si c'était juste la production, très clairement, je ne ferais pas de potager et j'irais au marché. Enfin, il y a plein de gens ici qui produisent des très bons légumes
Voilà. C'est quoi d'autre alors? C'est le bonheur, je sais pas, il y a quelque chose, c'est plus fort que moi. Enfin, voir pousser des légumes, je sais pas, ça me rend vraiment heureuse, ça me donne de l'émotion. Planter, il y a des moments où je suis pas très bien, d'être là à genoux sur mon sol et de racler la terre, de planter, d'arroser, de voir pousser. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais j'aime vraiment le faire et ça rend heureux. Les légumes, c'est la base de tous mes menus. Alors je suis d'origine méditerranéenne et c'est vrai que l'alimentation méditerranéenne, c'est le légume. Par contre, je ne suis pas végétarienne, j'aime beaucoup ajouter dans mes légumes des petits morceaux de jambon, un petit peu de viande, du fromage. Mais vraiment, c'est la grosse base de mon menu, c'est le légume. Et je me régale à cuisiner tous ces bons légumes. Et tu me dis, enfin, on disait, voilà, dans un potager, il y a le côté production, donc l'économie réalisée, tous ces bons légumes pleins de vitamines, etc. Donc il y a ça, il y a le plaisir de jardiner. Et il y a aussi la gourmandise, parce qu'un légume que tu viens de ramasser, ça n'a rien à voir. Une fois, j'ai vu, je ne sais plus si j'ai lu, si tu l'écrivais ou si tu le disais, les blettes. Ah oui. Une blette que tu achètes en grande surface, elle est toute flétrie, elle n'a pas de goût. Alors qu'une blette que tu viens de couper, c'est pas le même légume. Pareil pour les épinards. Un chou, par exemple, un chou que tu viens de ramasser, il n'est pas fort. Alors qu'un chou, même de très bonne qualité, qui a déjà traîné 2-3 jours sur un étal, tu vas le faire cuire, ça sent déjà beaucoup plus le chou. Il y a plein de trucs comme ça. C'est pas pour rien qu'il y a plein de chefs de cuisine qui ont leur propre potager. Hein. C'est pas un mystère. En technique de conservation, est-ce que tu en préconises? Est-ce que toute congélation, conserve, lacto? Ça dépend des légumes. Je fais un peu de lactofermentation, mais je suis pas super fan, on n'en mange pas beaucoup. Moi non plus. Voilà, je fais quelques bocaux, ouais. Avec les enfants, surtout des bocaux de prunes, parce que quand les pruniers donnent, oh là là, c'est tellement bon les prunes en bocaux. Congélation aussi? Congélation un peu. Et puis après de saison peut-être Mais c'est ça, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai tout le temps quelque chose au potager. J'ai pas beaucoup de variétés, sauf en été, mais sinon au printemps, j'ai pas beaucoup de choix de légumes, mais j'ai toujours quelque chose. Jamais on va se dire, bah mince, il n'y a plus rien, on est obligé d'acheter. C'est génial. Et en hiver, tu arrives avec les courges que tu conserves? Voilà, les courges, les oignons, les pommes de terre, plein de choux différents, les chicorées pleins de sucre qu'on aime beaucoup, les poireaux, voilà. Super, là c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir, Olivier. Parce que vraiment, voilà, moi le premier, bon, je le montre en vidéo, mais je sais que c'est pas toujours évident. Quand c'est notre petit jardin secret, voilà. Mais c'était vraiment avec plaisir. Donc, merci. Je sais qu'on peut te retrouver aussi. J'ai 2 blogs. Alors, Scène Gourmandise, qui est mon blog historique, qui est mon blog de cuisine. Et Permaculture Familiale, qui est mon blog de jardin. Alors lui, il est tout récent, il a que quelques mois. Mais j'avais vraiment envie de continuer. Quand j'ai écrit mon livre sur la permaculture, j'avais vraiment envie de continuer à partager des choses. Et comme j'ai pas envie, pas l'occasion de faire un autre livre de jardin, voilà, maintenant j'écris sur mon blog et je donne des nouvelles de mon jardin. C'est chouette pour les gens qui ont été attirés, ils peuvent continuer à te suivre. Voilà, la suite de l'aventure blog. Merci beaucoup et puis à bientôt pour les abonnés, pour d'autres visites. On aura du mal à faire mieux, mais on va essayer d'aller découvrir d'autres endroits. Merci. Mais avec plaisir.